un podcast Mile & Stone. Dans cet épisode, on va prendre un peu de hauteur, s'intéresser à l'histoire des femmes dans le sport, car avant de faire du trail, les femmes ont dû affronter beaucoup d'interdits, comme va nous le raconter une experte, la sociologue Catherine Louveau. Bienvenue dans Queen of the Mountain, je suis Laurie Delostal et ensemble on va écouter des voix de femmes qui vivent le trail pleinement. Des expertes, des passionnées, des athlètes bien sûr qui vont partager avec bienveillance, sans filtre, et aussi leur expertise. On va parler ici progression, entraînement, corps, mental, cycle, mais aussi force et liberté. Et puis surtout, on va parler de confiance, celle que l'on construit à chaque foulée. Ce podcast vous est présenté par Kailas Fuga, la marque outdoor spécialiste du trail et de la montagne depuis 20 ans. Au-delà de ses équipements haut de gamme, Kailas Fuga fait bouger les lignes. 40% de femmes dans son comité de direction, plus de 60% dans ses équipes et des événements comme la série Wonder Trail qui a permis à des centaines de femmes de découvrir la course en montagne. En apportant également son soutien à des athlètes féminines venues de plus de 10 pays, de l'Espagne au Népal, Kailas Fuga inspire une nouvelle génération de traileuses à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kailasfuga.com. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Catherine. Bonjour. Enchantée, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Queen of the Mountains. De reines, il va en être question dans cet épisode, celles qui ont conquis le droit de faire du sport, le droit de courir également. Je vous présente Catherine, vous êtes sociologue, professeure émérite à l'Université de Paris-Sud. Vous êtes une experte des conditions et des enjeux de l'accès des femmes aux pratiques sportives. On va aborder avec vous les enjeux historiques et sociologiques qui traversent la place des femmes dans le sport. On va finalement rappeler ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui se passe maintenant. Et on va se pencher pour commencer, Catherine, si vous le voulez bien, sur l'histoire et la construction des inégalités. Peut-être se demander d'abord quel sport, on l'entend, était interdit aux femmes et pourquoi. Alors, en fait, on est à peu près à plus de 150 ans d'existence de sport moderne et donc au milieu du 19e siècle. Depuis ce moment-là, c'est un monde fait, le monde du sport, par les hommes, pour les hommes. Autrement dit, c'est le tout du sport qui est interdit aux femmes. Alors, c'est un fief de la virilité, bon, interdit aux femmes avec quelques exceptions qui vont commencer, du type le tennis. Mais le tennis est une pratique mondaine où les femmes sont habillées en tenue de ville. Donc, elles sont souvent là, femmes de la bourgeoisie, milieu bourgeois, souvent là pour rencontrer éventuellement de futurs maris, etc., etc. Ensuite, on va avoir d'autres activités. On a déjà des alpinistes, par exemple, hein, et on a alors un sport qui va faire effectivement beaucoup de bruit en négatif pour les femmes, la bicyclette, qui va déclencher beaucoup de critiques, de craintes par rapport au corps des femmes. Alors, il est question aussi bien d'onanisme que des descente d'organes, quoi. C'est-à-dire que la bicyclette est vraiment chargée de tous les maux, tous les dangers qui menacent la fameuse cyclistine. Alors, d'autant qu'elle porte la culotte, cette culotte qui est un bloomer et qui lui permet de pédaler sur le vélo. Et puis ensuite, on va avoir des femmes qui vont avoir envie bien de courir, de sauter, de lancer le poids, de faire du football. Et toutes ces femmes-là, au début du XXe siècle, dérogent en fait à tous les rôles qui leur sont assignés. C'est-à-dire, comme elles se donnent à voir dans l'effort, dans la sueur, les jambes nues, les cheveux défaits, eh bien, elles vont contre tous les attendus, toutes les injonctions concernant les rôles sociaux, l'ordre social. Et il y a un consensus à cette époque-là, un consensus entre les médecins, la société, les institutions, pour celles qu'on désigne comme le sexe faible. Voilà. Alors, après quelques sports, surtout pas de compétition, surtout pas en public, de Coubertin, parce que quand même il a une responsabilité, et contre ce qu'il appelle l'exhibition des sportives. Et donc, elles vont faire surtout ce qu'on appelle du sport atténué. Pas de compétition, de la gymnastique, de la culture physique. Quelle est l'idée en fait? L'idée, c'est de former les futures mères. Les futures mères qui sont les mères des futurs soldats. Hein, fin du XXe siècle, les guerres perdues, 14-18, etc. Donc à chaque fois, on a des retours sur cette question-là, quoi. Donc, et elles doivent privilégier la grâce et l'esthétique. Voilà. Ça, c'est ce qu'on leur demande. Et donc, à chaque fois qu'elles vont vouloir faire d'autres sports, comme le football, comme la course à pied, le saut en hauteur, etc., on considère qu'elles transgressent tout ce qui leur est assigné, c'est-à-dire
procréer et séduire. Et d'ailleurs, on observe que, ça se fait par référence, en fait, à quelques modèles, quelques figures de femmes. Alors les figures positives à laquelle la sportive doit ressembler, c'est la mère, voilà. L'autre figure positive, c'est la belle femme, séduisante, jolie, future épouse. Et puis il y a celle à laquelle il faut absolument pas ressembler, c'est la femme dite virile. Eh bien, la sportive, quand elle est un peu trop performante, musclée, voilà. Oui, il faut, être en forme pour être une bonne mère, mais surtout on fait pas de compétition et on ne se donne pas en C'est en ça, en spectacle. C'est voilà. quoi il y a, comme vous disiez, un consensus, hein, les institutions, la médecine, qui arrivent à justifier, ça de manière plus ou moins honnête ou ou pas? Oui, alors les médecins à la fin du 19e siècle, enfin un sociologue les a appelés les entrepreneurs de morale. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ils sont des entrepreneurs de morale. Ils vont le rester d'ailleurs durant tout le 20e siècle. Mais les responsables des institutions, les entraîneurs et cetera, n'ont pas le sentiment d'exclure les femmes. En fait, il y a pas d'exclusion à proprement parler. Il y a des interdits et il y a des interdits parce que, les femmes doivent respecter l'ordre social. L'ordre social, c'est que à chacun sa place, à chacun ses rôles. Donc aux femmes, la maison, la famille, le ménage, la maternité, et cetera, et cetera. Les tenues vont avec, c'est-à-dire elles ne doivent pas montrer ni leurs bras, ni leurs jambes, et cetera, et cetera. Donc, quelques-unes d'ailleurs, on devrait remercier Suzanne Lenglen dans les années 20, la grande joueuse de tennis, qui la première va faire remonter la jupe au-dessus du mollet et va jouer bras nus. Alors non seulement elle est performante, elle gagne beaucoup de victoires, beaucoup de compétitions, enfin c'est une joueuse très La connue. divine, comme on V l'appelait. Tout à fait, voilà. Mais en plus, bon, elle en quelque sorte, elle montre du possible Mmh. concernant la motricité des femmes, l'engagement dans le sport, l'effort, la performance. Donc c'est très important. Et donc, dans les années 20, par exemple, on va voir des sportifs qui vont sauter, courir, lancer le poids, jouer au basket, faire du football. Alors grâce à une femme aussi, qu'il faut nommer, c'est Alice Mmh. Millia qui a, tout fait pour, contre de Coubertin, pour que les femmes puissent, justement faire des disciplines qui deviendront toutes celles de l'athlétisme, hein, le saut en hauteur, le lancer du poids, les différentes courses, et cetera, et cetera. Alors qu'évidemment de Coubertin ne voulait rien savoir. Alice Millia, donc on lui doit beaucoup puisqu'elle a organisé le sport, pratiqué par les femmes, elle a organisé des compétitions, elle a structuré des institutions, dont une fédération Mmh. internationale et des jeux qu'elle n'a pas eu le droit d'appeler olympiques, mais des jeux féminins. Ce qui prouve que la question, c'était pas que les femmes ne pouvaient pas faire, c'est qu'on ne voulait pas qu'elles fassent, qu'elles se produisent, a fortiori en public, en sueur, dans l'effort, les cheveux défaits, sans coiffe, c'était les prostituées qui pouvaient porter les cheveux, voilà, non attachés. Donc, dans les années 20, néanmoins, donc elles vont faire du il va y avoir beaucoup d'échanges avec, des joueuses de basket, des équipes de football aussi et donc, qui se pratiquent, beaucoup. Mais en France, on a quelques milliers de sportifs. Enfin, on n'est pas dans un grand mouvement, on n'est pas Mmh. dans la démocratisation, ni dans la massification. On a, heu, comment dire? Quelques milliers de femmes, hein, qui sont adhérentes à des associations sportives. Pendant ce temps-là, il y a 7 millions de femmes qui travaillent. Et où travaillent-elles? Dans les champs, encore. Dans les usines, avec des horaires extrêmement et des Ouais. conditions extrêmement difficiles. Ah bah, ce parallélisme-là, il y en a pas beaucoup qui le font, enfin il est rarement fait. C'est-à-dire que dans le sport, pas d'effort, pas de sueur, mais dans le travail, pas de problème. Bon, c'est quand même une question, qui reste. Mais les femmes peuvent faire, puisqu'elles font dans les jeux féminins, eh bien, elles sautent en hauteur, elles lancent des poids et cetera, et cetera. Dans l'évolution du siècle, le régime de Vichy va marquer une régression qu'on doit malheureusement, je pense malheureusement à Marie-Thérèse Ekem, qui est une femme qui a tenu beaucoup de responsabilités dans le sport féminin après-guerre, après la guerre, la 2e guerre mondiale, mais qui avant a déjà écrit en 1944 un livre sur le sport féminin et les femmes et qui avant était dans des mouvements de gymnastique, encourageait les femmes à faire du volley, à faire, de l'escrime, à faire de la course. Alors
Or, bon, oh, on a eu une régression, en fait, à ce Mmh. moment-là. C'est-à-dire, il n'était plus question d'avoir des femmes qui faisaient du foot, par exemple, qui faisaient du rugby, qu'on appelait aussi la barrette. Toutes ces femmes donc dans la performance, dans l'effort, dans, des activités qui développent les muscles et cetera, eh bien, elles étaient trouvées, on les trouvait enfin Marie-Thérèse Ekem, Jean Borotra et cetera, les trouvaient incompatibles avec ce qu'on attendait de la féminité. Mais Et 1940 et Vichy, c'est aussi la promotion de la famille, de la mère de famille. Donc voilà, donc grande régression en tout cas pour les femmes sportives. et le football, hein, on va juste le rappeler, sera interdit, du régime de Vichy jusque, pendant, une trentaine d'années, et c'est seulement dans les années 70, hein, qu'on Tout va à connaître fait. les premières équipes de Tout à football. fait, oui, Ça paraît fou de se dire que des sports ont été, véritablement interdits aux femmes. oui. Catherine, pourquoi on parle encore aujourd'hui de sport féminin et de sport masculin? Alors, bon, les questions, qui se sont posées pendant tout le siècle, hein, enfin depuis le début du sport moderne et cetera et le développement du sport, que ce soit en France, tous les pays occidentaux et cetera, c'est: le sport menace-t-il leur beauté? Le sport est-il compatible avec la féminité? Quand elle fait tel sport, est-ce qu'elle reste féminine? Enfin toutes ces questions, est-ce que c'est compatible avec la féminité? Ces questions ont traversé le XXe siècle, voilà. Et donc, la question de la compatibilité entre être féminine, mais être féminine renvoie à des critères, à des normes, évidemment, des normes sexuées, mais des normes, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'une vraie femme? Bon, et ça, le sport reste aujourd'hui aujourd'hui encore très travaillé par cette même question. Alors, les sports sont sexués. Mmh. Sexués, ça veut dire que, alors aujourd'hui, par exemple, elles peuvent tout faire. Tous les sports sont possibles pour les femmes, je dis aujourd'hui, parce que, il y a eu, progressivement, Oui, bon, avec, la boxe, par exemple, qui est olympique pour les femmes depuis 2012 seulement, donc on parle voilà, de de choses oui. très récentes. Alors il y a pire, c'est le saut à ski féminin, Oui. où il a été 2013 à Sotchi, pour la première fois, des médecins étaient au comité, olympique, enfin dans les organisateurs. Et certains estimaient, c'est important de dire les médecins parce Mmh. que c'était dangereux pour les femmes. Eh bien, dans les années 70-80 encore, on parle de maintenant, c'est très récent, on était encore dans la peur de la descente d'organes chez les femmes. C'est-à-dire des jeunes femmes avaient entendu dire que si elles faisaient du saut à la perche, si elles faisaient tel ou tel sport, etc., elles risquaient une descente d'organes. C'est quand même assez sidérant. C'en est presque drôle tellement c'est ridicule. Voilà, pour des médecins, pour une profession supposée avoir des connaissances, scientifiques, élaborées, on va dire, en tout cas, avancées. Alors, les sports sont sexués. Bah, par exemple, en 1928, aux Jeux de 1928, première fois où elles ont le droit de faire de l'athlétisme, grâce à Alice Milia, là encore, et contre de Coubertin qui n'est plus au comité olympique. Elles courent le 100 mètres, elles font le saut en hauteur, lancer du disque et elles courent le 800 mètres. Mmh. Ah, alors le 800 mètres, c'est une course, à l'arrivée, ça a choqué. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des sportives, fatiguées, épuisées par l'effort, tombent. Je ferai la comparaison avec les marathons ou l'arrivée des 10 000 mètres ou 5 000 mètres Ouais, bien sûr. actuellement, y compris pour les hommes, bien entendu, où on voit des athlètes, qui ont tout donné, comme on dit, qui s'effondrent, fatigués, épuisés, qui tombent même, sur le 100 mètres et cetera. Bon, mais à l'époque, ce n'était pas beau à voir, dit un journaliste entre autres. Bref, des jugements qui se multiplient, considèrent que c'est impensable que les femmes, fassent une course pareille et donc du coup, on, l'institution, les entraîneurs, les fédérations existantes, comme celle de l'athlétisme, on décide de supprimer le 800 mètres pour les femmes et on va le voir réapparaître quand? Alors très, très longtemps après, 1960, à Rome. C'est là qu'elles vont de nouveau être autorisées à courir le 800 mètres. Bah oui, c'est-à-dire que faire des efforts, être en sueur, je me répète, mais c'est quand même ça qui a choqué Ouais. des femmes, voilà. Donc la femme devrait, c'est la norme, rester toujours jolie, souriante, dans l'effort. D'ailleurs, quand on pense aux danseuses de danse classique, on est dans ce type aussi de demande, hein, par rapport, elles sont toujours souriantes, Mmh. gracieuses, voilà, même si elles ont les pieds ensanglantés dans les chaussons, comme on le sait. Donc il y a là quelque chose qui demeure très, très fort dans les attentes par rapport à ce qu'est la féminité.
gracieuse, souriante, et cetera, et cetera. Bon, d'autres sports, l'escrime par exemple, Mmh. pourquoi pas le sabre? Alors les femmes, elles font Mmh. comment dire? Elles font de l'escrime, depuis du fleuret depuis la fin du 19e siècle, hein, dans la bourgeoisie, dans les familles bourgeoises en particulier, mais elles font du fleuret. L'épée va se féminiser un peu Mmh. et pourquoi pas le sabre? Le sabre, c'est en 2004 seulement qu'elles pourront, cette troisième arme. Alors moi, j'ai fait l'hypothèse que on m'a dit le poids. Non, les armes pèsent à peu près le même poids, mais la question, c'est effectivement qui compte beaucoup dans les choix des sports, c'est la dimension symbolique. Mmh. La dimension symbolique de cette arme, c'est une arme tranchante, c'est une arme où on assène des coups et des coups qui font saigner, qui font couler le sang. Les anthropologues savent que, en principe, les femmes n'ont pas à faire couler le sang. Elles n'ont même pas le droit quand elles chassent. Hein, il y a toute une histoire de la chasse avec les femmes qui ont le droit d'assommer les animaux, mais pas d'avoir d'armes tranchantes, hein, pour faire couler le sang. Mais voilà, le sabre, c'est les chevaliers, les pirates, les héros. Bon, C'est pas fait pour les femmes. une catégorie où il y a que des... Voilà. Donc, la descente d'organes, c'est vraiment alors il faut quand même pendant ce temps-là dire que les hommes aussi ont des petits interdits. Je dis petits parce qu'ils sont très limités et que, mais ils vont durer longtemps puisqu'on on y est encore. Mmh. C'est-à-dire la natation synchronisée, Mmh. là où on est dans une activité collective mais surtout d'esthétisation des corps, bien évidemment. Et la gymnastique rythmique et sportive qui s'appelait comme ça, là encore, on est dans une activité d'esthétisation, de jeu avec le ruban. Donc l'esthétisation, c'est à la fois les gestuels et la tenue. C'est pareil pour les nageuses et donc beaucoup ne veulent pas que les hommes rentrent dans ces activités-là. Donc mais enfin, il y a ces tabous-là pour les hommes, c'est pas exactement, la même chose. Mais en fait, tout l'accès au sport des femmes a toujours été contrôlé. Contrôlé, les médecins ont beaucoup travaillé sur la grossesse comme handicap, par Mmh. exemple, alors que je considère qu'il y avait quand même beaucoup d'autres sujets sur lesquels les médecins auraient dû s'investir. Ils ne parlaient jamais, par exemple, du fait qu'une femme, qui est enceinte gagne, en athlétisme les 3 premiers mois avec une meilleure oxygénation et cetera. C'est-à-dire qu'elle pourrait être plus performante. Je dis: «Elle pourrait» parce que les preuves, voilà, restent à trouver. Mais enfin, en tout cas, les femmes, elles vont faire surtout on les attend dans les danses, dans les gymnastiques, le tennis, l'équitation, c'est là où elles sont Ouais. actuellement, toujours les plus nombreuses. Et puis, les sports se sont féminisés. Alors, pas de la même manière, c'est pour ça que je parle de sexuation des sports. C'est-à-dire qu'il y a des sports dans lesquels on a 80 de femmes, dans les fédérations, les sports de glace, Le patinage l'équitation, artistique. voilà, la gymnastique. Ben, pourquoi? Parce qu'on est dans l'esthétisation des tenues et des corps et la question de esthétisation, faire gracieux, joli, bah, c'est toujours associé au féminin, Mmh. bien évidemment. Bon. Et donc, elles peuvent accéder à tous les sports, mais par exemple, la compétition, Mmh. elles sont 2 fois moins nombreuses, dans les fédérations sportives, dans les clubs, à faire du sport de compétition que les hommes. Et chez la tranche des plus jeunes, hein, chez les 16-24 ans, on a 2 fois moins de femmes que d'hommes. Donc, les pratiques, c'est à la fois le type de sport et aussi le fait que bah, elles sont moins attirées ou elles ont moins, oui, enfin le goût, en tout cas, de la compétition. Encore une fois, la question, c'est, de manière statistique, hein. Heureusement, on n'est jamais en 100 en sociologie. Enfin, c'est important, bon, de dire et puis il y a des disciplines qui vont s'ouvrir très tard, par exemple. En France, en athlétisme, Mmh. c'est seulement depuis 1987 que les femmes ont le droit de faire du saut à la perche, du lancer du marteau, du 3000 steeple et donc ça c'est par exemple dans la course à pied, bon, comme, je disais tout à l'heure, hein, donc le marathon, c'est 1984. C'est Le tard. premier marathon olympique des femmes, 1984, presque un siècle par rapport aux hommes. Donc c'est pas un petit retard, quoi. C'est vraiment une façon effectivement d'exclure, mais sans dire qu'on le fait, bien évidemment. C'est-à-dire, c'est toujours rapporté C'est aux pour pos leur bien.
finalement. Oui, c'est pour qu'elle ne se fasse pas mal, qu'elle ne souffre Mmh. pas trop, que ça reste, joli, esthétique, et cetera, et cetera. Donc, beaucoup de sports comportent aujourd'hui moins de 10 de femmes. Le football, le rugby, le tir, tous les sports de combat rapprochés, les sports de pleine nature, c'est-à-dire avec des risques, les sports de glisse, eh bien, tous ces sports-là sont à moins de 10 de femmes. Alors, il y a eu sur le football, après le mondial de 2019, beaucoup de journalistes, enfin, j'ai été souvent appelée par des journalistes me disant: «Ça y est, c'est l'engouement» et cetera. J'ai bien noté l'engouement et donc l'engouement dans le public, il y en avait beaucoup certes, mais engouement. Alors 2 ans après, 3 ans après, j'ai cherché les données statistiques, est-ce que vraiment on a une Mmh. augmentation des filles, Les pratiquantes? voilà, à la Fédération française de football? Eh bien aujourd'hui, on Mmh. est à sur 100 footballeurs adhérents à la fédération, 9 filles. Donc on n'est qu'à 9. Donc engouement, je veux bien, mais non, non, c'est pas ce qu'on peut appeler réellement un engouement. Il y a toujours cette catégorisation, cette sexuation qui fait que des sports sont considérés comme pouvant être pratiqués par les filles et d'autres donc par les garçons. En fait, cette sexuation, elle ne touche pas que le sport, hein, et Mmh. c'est important de le dans le sport, c'est évidemment le corps qui est engagé en première instance, mais en fait, dans toutes les formes de travail, que ce soit le travail domestique, les tâches domestiques, le dedans, le dehors de la maison, le linge, alors je vais prendre les plus connus, hein. Le linge reste l'affaire des femmes. Les tâches parentales, aller à l'école, emmener les enfants faire du sport, et cetera, les mères. Et puis à l'opposé, on va avoir bien sûr le bricolage, l'extérieur, le jardin et la voiture, et cetera, qui restent évidemment Oui, plus les souvent associés au masculin. Alors après, toutes les formes de travail en fait sont sexuées. Quand on regarde la distribution des 2 sexes dans les métiers, eh bien, voilà, il y a des métiers, le métier enseignant, mais ça dépend des disciplines. La philo, les maths, on a un peu plus d'hommes que de femmes. En revanche, le français, l'histoire-géographie, la littérature, et cetera, beaucoup plus de femmes. Et donc, on est dans les représentations, hein, ce que c'est qu'une vraie femme, ce que c'est que la féminité et on est dans quelque chose de durable, dans ces représentations mmh. que l'on a et des sports et des métiers. Voilà, alors, il faut quand même ajouter aussi qu'il y a eu dans les années 60 un doute sur le sexe des sportifs quand elles étaient trop performantes. Mmh. Donc trop musclées, trop performantes, on n'a même pas cherché à savoir si elles s'étaient dopées dans les années 60. Immédiatement, on a pensé que c'était pas des vraies femmes, des hommes déguisés en femmes et donc on a mis en place, ce qui dure toujours, le test de féminité. Je dis que ça dure, c'est les contrôles des androgènes aujourd'hui, hein, des hormones, masculines, mais ça reste problématique pour les sportives qui sont toujours testées sur cette question. Hem, Catherine, je voudrais qu'on parle à présent des mécanismes sociaux et culturels qui freinent la pratique. On va commencer dès le début, hein. On va commencer, dès l'enfance. Comment les jouets, les activités scolaires ou les choix de sport, orientent, filles et garçons? Alors l'enfance, effectivement, c'est le moment décisif, hein, sur la question, de l'engagement, dans les activités Mmh. physiques, dans le monde et cetera. Et bon, déjà, dès la petite enfance, les garçons pratiquent davantage que les filles une activité physique ou du sport, hein, puisqu'ils commencent souvent très, très tôt et davantage qu'elles aussi, ils vont faire de la compétition et être en club. Bon, en fait, ce qu'on observe dans les pratiques de l'enfance, les pratiques sportives de l'enfance, elles sont très typées. Mmh. Dans l'enfance des filles, alors je fais souvent quand j'interviens en public de demander aux gens de me citer à tous les coups, tout le monde a bon et donc les activités de l'enfance des filles, la Oui, gymnastique et la danse? et la danse, voilà et dans, l'enfance des petits garçons, Football et judo eh ben, ou? voilà, exactement. Le football et le judo sont les sports qui majoritairement sont pratiqués durant l'enfance, des garçons. Alors c'est intéressant de voir que les activités des filles impliquent, eh bien, une esthétisation. Mmh. Alors se pratique, à l'intérieur, la Mmh. danse, la gymnastique, donc dedans qui s'oppose à dehors et ensuite donc avec une esthétisation des tenues. Esthétisation des corps, des gestes, des gestuels, c'est d'ailleurs tout l'apprentissage qui se fait, effectivement pour les filles, alors que les garçons sont dans le combat,
Ils sont dans un jeu collectif de grand terrain, par exemple, c'est le cas, du football et ils sont dehors. Ils jouent avec la balle au pied, ce qui est très intéressant parce qu'on Ouais. sait que les petites filles, on leur envoie souvent à la main, le jeu à la main, les petites filles de 2 ans, 3 ans, et cetera, et cetera. Donc on est vraiment dans l'apprentissage, des apprentissages très, très, très différents et évidemment, ce qui joue beaucoup ici, ce sont les socialisations que nous appelons, nous, les socialisations primaires et secondaires. La socialisation primaire, c'est tout ce que les enfants apprennent au sein de la famille, mais aussi au sein des crèches, de la famille, tous Mmh. les lieux dans lesquels ils passent et on voit bien que, les petits garçons et les petites filles, donc on ne leur inculque pas la même chose ou on ne les entraîne pas à faire, la même chose. Les comment dire? Il y a rien de naturel dans tout ça, hein. Mmh. C'est-à-dire que, les inégalités, ça ne relève ni de la nature, entre les filles et les garçons, ni du biologique, mais ni de l'anatomique, ni du cerveau non plus, hein, comme on a pu le croire. Donc c'est que le sexe social, c'est-à-dire être une femme, être un garçon, être un homme, qu'est-ce que c'est? Être masculin, être féminin, comment ça se voit, comment ça s'apprend? Eh bien, ça s'intériorise d'abord. Donc c'est ça, un des effets de la socialisation, c'est l'intériorisation du sexe social durant l'enfance. Apprendre à devenir une fille, une femme, un garçon, un homme. Et ça va poser toutes les bases, évidemment, pour les autres choix. Alors, par exemple, le rapport à l'espace, c'est très intéressant de voir que quand on va dans les espaces de jeu ou quand on va n'importe où dans des jardins, qu'on regarde des parents faire avec les garçons et les garçons sont poussés à explorer l'espace. Monte, vas-y, grimpe, oh oui, je te regarde, oh c'est bien ce que tu fais, etc., etc. Ils sont poussés à explorer. Les filles, quant à elles, très souvent, sont retenues près du père, de la mère, etc. Attention, tu vas te faire mal, tu vas te salir, tu vas. Bon, voilà. Et donc, on les encourage à courir, à grimper, on les retient. Alors, elles vont se faire mal, elles vont se salir, elles sont pensées moins capables, moins compétentes, on a plus peur pour elles. Les jouets sont très importants, à ce moment-là, les jouets des garçons et des filles. Donc, quoi qu'on en dise, les jouets restent très sexués. Il suffit de regarder les catalogues. Moi, j'ai utilisé ça pendant 20 ans avec les étudiants, les catalogues de jouets au moment de Noël et donc alors, qu'est-ce les filles, les poupées, les appareils ménagers, même de temps en temps, il y a un petit garçon qui va avoir l'air de fabriquer quelque chose, les têtes de beauté, tout ça, bon, donc on est, donc dans une socialisation très Mmh. différenciée, donc elles, ça se passe dedans, à part la poussette à les promener dehors éventuellement, alors que les garçons qui jouent avec les voitures, les garages, les camions, les avions, les grues, les voitures de pompiers, les voitures de police et cetera et cetera et cetera. Donc les garçons contrôle et explore l'espace, le grand espace, le monde entier. Les filles, elles, elles sont dans un espace réduit, à l'intérieur, domestique, en même temps, jouets qui leur promettent quoi? Un futur de belles femmes séduisantes, toutes les têtes de beauté, etc., et de mères, hein, donc de femmes au foyer et femmes séduisantes. Donc tout ça n'est pas très, innovant, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire et donc la question posée, c'est la motricité. Mmh. Quelle motricité dans ces jeux et ces jouets? Les filles, quasiment aucune. Motricité fine, bref, à l'intérieur de la maison, on n'en parle même pas. En revanche, les garçons qui sont poussés à explorer le monde, l'espace, à construire ce monde, hein, avec tous ces engins, ces voitures et cetera et à protéger les autres, les pompiers, la police, et cetera et cetera. On voit bien que toutes les orientations qui vont suivre ensuite sur les sports, les activités, le choix des métiers, eh bien, est en train de se faire. Puis le choix des sports est en train de se faire. C'est-à-dire que, évidemment, la socialisation, ça engage le rapport au monde, le rapport à tous les objets, le rapport aux autres, le rapport à toutes les activités. Alors après, on s'étonnera pas de voir qu'à l'adolescence, pendant très, très longtemps, le premier loisir des filles, c'était la lecture. Quand les garçons, c'était le sport, quoi, voilà et donc les jouets, les jeux,
sont des moments absolument, de socialisation très importants. Alors il y a pas que ça, mais enfin, Ouais, il y c'est a déjà beaucoup. toujours l'exemple de la cour de récréation aussi avec les garçons qui se déploient et qui jouent au foot dans toute la cour Tout à et fait. les filles qui restent sur le côté. L'adolescence, vous en parliez, Catherine, pourquoi il y a tant de jeunes filles qui décrochent du sport? Il y a aussi des garçons qui décrochent, hein, mais il y a beaucoup plus de filles qui décrochent, du Oui, sport à l'adolescence oui. et les garçons continuent globalement. Alors, d'abord, que font les filles comme activité sportive très souvent, c'est très souvent quand elles décrochent? Dès la prime enfance, on en parlait, Mmh. tout à l'heure, les filles, on les a mises, elles font très souvent, très majoritairement, ou de la danse ou de la gymnastique. Donc ce sont des activités qui, arrivées à l'adolescence, elles ont moins envie de pratiquer ou en tout cas, c'est plus ça qu'elles veulent faire. Mais c'est surtout enfin pour moi, l'adolescence, pas pour moi, l'adolescence, on sait que c'est un moment très important dans la vie d'un jeune, d'un enfant. C'est l'achèvement de la sexuation des corps, hein, c'est la dernière étape et pas la moindre, où il y a des enjeux majeurs pour les garçons et pour les filles. Les enjeux majeurs, eh ben, c'est la séduction. Est-ce que je plais? C'est la sexualité, les premières relations, donc toute la question de être une fille, de la féminité, de la masculinité, sont des questions très majeures à l'adolescence. On sait à quel point ça travaille, hein, les jeunes, ces questions-là. Et donc la question de la féminité peut aussi se poser pour les filles ou se pose pour les filles, sans doute à ce moment-là, qui pour beaucoup d'entre elles n'ont pas envie de laisser penser qu'elles sont dans la compétition, bref, qu'elles sont sur un modèle masculin. Alors que c'est l'inverse qui se passe pour les garçons, c'est-à-dire que les garçons, c'est une composition valorisante du masculin que de faire du sport, que d'être dans la compétition, que d'être performant. Et donc, la question de la virilité, elle se construit avec le sport. C'était d'ailleurs toute la vision de Coubertin. De Coubertin, son idée, c'était la virilisation des garçons, des hommes, et cetera. Donc on voit bien comment ça fait hiatus avec la question, pour la question, des femmes. Alors, c'est intéressant, il y a donc beaucoup de fédérations perdent en effet des licenciés à ce moment-là. Mmh. Et puis alors, il y a un endroit d'autres types d'espaces à observer, ce qui me paraît très intéressant, ce sont les espaces sportifs urbains. Alors les playgrounds, les city Mmh. parks, le city stade, Où on ne voit que des garçons. voilà, voilà. Alors on ne voit que des garçons. Donc au départ, les terrains de basket qui sont utilisés souvent, on en voit beaucoup par exemple, hein, dans Paris, en banlieue et cetera, qui sont utilisés comme espace de football et à chaque fois que je passe devant et surtout si je suis avec un groupe par exemple, hein, de personnes, je dis: «Tiens regardez, comptez les filles, comptons les filles». Mais il y a même des endroits, il y a même pas besoin de les compter, il y en a pas, ça se voit immédiatement. C'est-à-dire que, c'est la question, ce ne sont pas les espaces qui manquent pour les filles. C'est le fait que alors il y a une question majeure là que ça soulève pour les filles, qui est majeure pour les filles dans leur éducation, c'est la confiance en soi. Les filles ne sont pas éduquées, socialisées pour avoir confiance en elles. En tout cas, la majorité des filles, quand je dis les filles, j'entends bien la majorité, bien évidemment, il y a toujours les exceptions, mais heu heu la confiance en soi, c'est-à-dire que elles devraient être amenées là par des animateurs, par exemple, un encadrement qui les emmènerait dans des espaces où il y a des garçons, où elles pourraient voir qu'elles ont leur place. Il y a des essais par rapport à la cour de récréation justement qui ont été Mmh. faits dans des écoles et donc parce qu'on sait effectivement cette division de l'espace, entre les garçons et les filles qui est terrible. Les filles, plaquées au mur ou les marelles et cetera et les garçons: «On veut pas d'elles, elles sont nulles au foot, on veut pas d'elles dans le match» et cetera. Il y a des écoles, donc dans le sud, enfin à titre un peu expérimental, Mmh. qui ont, mis ensemble des garçons et des filles. Mais manière de faire volontariste, c'est-à-dire qui ont imposé que les garçons et les filles jouent ensemble. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'ils s'entendent bien, ils se rendent compte les garçons que, ah bah, elles sont pas toutes nulles, ou il y a des filles qui savent jouer, ou elles jouent vite, ou elles apprennent vite, enfin bon voilà. C'est-à-dire qu'ils finissent par voir les uns et les autres que, bah, forcément quand on n'a jamais joué, on sait pas jouer au football, mais dès lors qu'on commence à jouer et cetera, bien sûr que, on peut, être capable de faire du football. Donc la question, c'est pas les espaces, c'est le fait de d'oser aller sur des espaces qui sont occupés, mais enfin, c'est comme tout l'espace du pied d'immeuble, hein, les espaces de la rue. C'est une discussion qui a beaucoup lieu concernant Mmh. les lieux de circulation pour les femmes, et cetera et cetera
et des questions qui auront pu être posées à des femmes, qui auront pu être agressées, par exemple. «Qu'est-ce que vous faisiez dans la rue à 11h30 le soir?» ou «Qu'est-ce que vous faisiez et vous étiez habillée comment?» et cetera. C'est-à-dire que c'est vrai que beaucoup de femmes, après, mais ont peur aussi de l'espace, du grand espace, surtout s'il fait sombre, et cetera, et cetera. Donc le rapport à l'espace, il est très sexué et ce sont des apprentissages. Enfin, moi, je pense que dans les écoles, on devrait apprendre, à explorer justement, ça se fait un petit peu dans certaines villes, les espaces avec des garçons, des filles, des jeunes, des ados, et cetera, parce que tout le monde n'a pas le même rapport à l'espace et les filles sont beaucoup plus, en retrait. Et c'est un Voilà. vrai enjeu après pour, celles qui nous écoutent et qui courent et qui connaissent bien cette problématique d'évoluer dans l'espace, hein, de courir dans la rue, Oui, quand il fait nuit. oui. C'est voilà, on a le poids, on arrive jusqu'à nos coureuses qui nous écoutent et qui connaissent bien ce problème. Hem, on a fait l'enfance, l'adolescence. Comment ensuite, les normes sociales, hein, alors là, on parle de charge mentale, par exemple, limitent l'accès, au sport, pour les femmes? Alors, bon, les normes de féminité perdurent et où est-ce qu'on peut le voir? Dans le partage des tâches domestiques. Mmh. Alors ça, enfin, moi, ça me peine énormément de constater aujourd'hui que encore 70 à peu près des tâches domestiques, parentales sont exécutées par des femmes. Ça pèse évidemment sur toutes les en fait, le fait que les femmes soient majoritairement investies dans ces activités, dans ces tâches, au sein de la famille, évidemment que ça pèse sur les loisirs qu'elles ne font pas, les activités Mmh. qu'elles ne feront pas, sur le sport entre autres, mais pas que. Ça pèse sur toutes les activités et donc en plus, qui est sollicité en premier pour aider maman? Pour s'occuper de la maison, mais aussi des petits frères et des petites sœurs? Les filles. Elles sont supposées savoir faire ou en tout cas comme maman, elle va apprendre à faire. Mmh. Donc on voit bien et après on s'étonnera pas de les trouver à vouloir travailler beaucoup dans le soin aux autres, les infirmières, les métiers de ce type, le care, hein, actuellement. Donc il y a des exceptions. Alors on me renvoie beaucoup aux hommes qui, s'occupent de leurs bébés, de leurs enfants aujourd'hui, dans les jeunes générations. Oui, je sais bien que ça existe, mais je sais aussi que ça n'est pas majoritaire et ce que je sais aussi, c'est qu'il y a une contradiction là que je trouve, enfin, inquiétante, autant inquiétante qu'intéressante, mais voilà. C'est que dans la génération des moins de 30 ans, on observe qu'une majorité d'hommes, moins de 30 ans, c'est le Haut Comité à l'égalité, hein, qui Mmh. a les chiffres de cette année, observe qu'une grande majorité d'hommes trouvent normal qu'à travail égal, les femmes gagnent moins. Alors ça, c'est quand même une question sur la question de l'égalité qui me laisse, pensive et même inquiète par rapport à justement cette problématique du partage des tâches, de la distribution, des rôles, et cetera. Donc les normes sexuées. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme, un homme? Qu'est-ce qu'elle Mmh. doit faire, pas faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça dure très longtemps. Je me souviens, il y a quelques années, enfin, c'est pas si vieux, mais c'était il y a peut-être une dizaine d'années, une grande marque de grande distribution avait mis dans son catalogue une poussette avec un petit garçon. Elle était bleue, la poussette, avec un bébé dedans, un petit garçon. Il y a eu un holà, une manifestation, des hurlements, et cetera, venant en particulier des politiques de droite, hommes, femmes, en particulier de droite, sous cette pression-là, le fait que c'était impensable, ça va faire un homosexuel, je cite, et j'en passe, elle a été retirée des catalogues. Le nombre de gamins qui sont emmenés à la crèche, chez la nounou, et cetera, par des papas le matin, il y en a quand même beaucoup. Eh ben, c'est impensable qu'un petit garçon puisse se projeter dans cette activité-là. Je trouve que c'est problématique. Ou alors les poussettes existent et je les ai pas encore vues. Mais donc on a des normes extrêmement résistantes et donc quand on interroge les femmes sur Mmh. pourquoi elles ne font pas de sport, dans les enquêtes, qu'est-ce qu'elles répondent? «J'ai pas le temps». Le manque de temps, le manque de temps. Alors moi je dis, je maintiens même que je pense que la question, c'est pas tellement la quantité de temps. La question, c'est pas, est-ce que j'ai du temps ou est-ce que j'en manque? La question c'est: est-ce que je m'autorise? Est-ce que je suis prête à m'autoriser à prendre du temps pour moi? Pour faire une activité pour moi, une activité sportive pour moi. Les femmes qui disent: «Oui, oui, je suis à la gym, mais mon mari, je lui ai dit: "Tu as sur la table, tu as dans le frigo de quoi dîner"».
mais il peut apprendre à cuisiner peut-être, enfin, c'est quand même pas féroce de dire ça, hein, c'est pas une punition, bon voilà. Et donc, alors qu'on sait depuis très, très longtemps que beaucoup d'hommes pratiquent leurs activités le week-end, le samedi, le dimanche matin, sur le temps familial, a priori. Donc la question du manque de temps chez les femmes, elles manquent toujours de temps pour faire autre chose que le familial, et cetera, et cetera. Donc il y a quelque chose là qui est ailleurs que dans le temps réel, quoi. Ailleurs, qui est dans s'autoriser à, pour moi, se penser soit d'abord, avant la famille, les enfants, et cetera. Ça, c'est quelque chose qui reste à conquérir, en fait, pour beaucoup de femmes. Et c'est d'autant plus un enjeu quand on parle de femmes qui se préparent à courir, de l'ultra longue distance où là, il faut beaucoup C'est de ça, temps, c'est pour ça. se préparer et on sait à quel point elles sont encore, minoritaires Tout à aujourd'hui fait, et tout à évidemment, fait. c'est une partie de la réponse. Mmh. L'injonction à rester féminine, on en a beaucoup parlé, hein, en quoi elle pèse sur la confiance des sportives? Alors, être féminine, oui, certaines sportives, on entend de temps en temps dans les médias, certaines sportives manifester par rapport à ça, ce qu'elles ont entendu dire, en positif ou en négatif d'ailleurs, Mmh. hein, par rapport à des normes, qu'on voudrait qu'elles respectent ou qu'elles ne respectent pas, enfin, bon, et cetera. Pour peu qu'on leur pose la question. Parce que voilà une question, que j'entends pas souvent qui leur est posée. Des jugements portés sur leur féminité, oui, il y a que ça, dans la presse tout le Mmh. temps, dans ce qui est dit sur elles. En revanche, est-ce que ça pèse? Est-ce que ça joue négativement par rapport à leur activité, à leur performance, et cetera? Hem, bon, à l'heure des réseaux qu'on dit sociaux, qui ne le sont pas du tout pour moi, qui débordent de jugements dépréciatifs, d'évaluations, de critiques. Beaucoup d'ados le disent, hein, de critiques violentes sur les corps, d'injonctions au régime, à la maigreur, enfin bref. Donc il y a beaucoup à craindre. Beaucoup de sportives, elles peuvent pas rester indifférentes aux jugements sociaux qui sont formulés sur elles, sur leur réputation. Bon voilà. Et donc, alors on remarque aussi qu'elles sont pas toutes traitées de la même manière, les sportives, hein. Par exemple, dans les médias, il y a celles dont on parle et qu'on voit, par exemple, les coureuses, les sauteuses en hauteur, les sauteuses à la perche, les joueuses de tennis, quelques navigatrices que tout le monde connaît, Florence Artaud, Isabelle Autissier, Hélène MacArthur et des plus récentes, mais enfin, elles sont extrêmement minoritaires, très, très minoritaires. 6 sur le dernier Vendée Globe sur 42 candidats, je crois, de 2024. Donc, Mmh. et où sont les lanceuses de marteau, les haltérophiles, les boxeuses? On les voit jamais, on les voit pas. Donc, il y a des enjeux considérables là sur la question de la féminité. C'est quoi? C'est qu'on voit plus, celles qui correspondent Des à une canons, image qui plaît, oui, qui correspondent à des canons physiques, qui Mmh. sont minces, souriantes, pas trop musclées, qu'on trouve jolies, qu'on trouve, voilà. Et puis, bah, oui, pour être lanceuse de marteau, haltérophile ou boxeuse, enfin ou haltérophile, c'est comme les joueuses de rugby. Il y a pas très longtemps encore, on me disait: «Oh là là, elles sont moches, arrête». Bah, j'ai répondu: «Bah, les piliers, je les trouve pas spécialement beaux». Mais en fait, c'est pas du tout la question qu'on leur pose. Mmh. La question qui leur est posée, c'est celle de leur efficacité, de la performance. Si elles sont là, les piliers, c'est parce qu'il faut être costaud en première ligne pour pousser. Mais pour les filles, c'est la même chose que pour les hommes. Donc on voudrait des sportives, qu'elles soient toutes dans la finesse, dans cette esthétisation du travail, des corps, de l'apparence, et cetera. Et donc, bon, alors une qui a été, exemplaire pour moi, c'est, Marion Bartoli, quand elle a été, après Wimbledon et qu'un journaliste a dit d'elle qu'elle était pas canon. J'aime énormément ce qu'a dit Marion Bartoli et je le répète dès que je le peux parce qu'elle répond, «Ben, certes, je ne suis pas blonde, mais est-ce que j'ai rêvé d'être mannequin? Mmh. Non. Est-ce que j'ai rêvé, Mmh. de gagner Wimbledon? Oui». Et donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la question, c'est comme toutes les sportives, c'est d'être sur un terrain sportif, bah, pour gagner, pour être performante. Elles sont pas là pour faire joli. Elles ne sont pas décoratives. Elles ne sont pas de la décoration. Marion Bartoli le dit tellement bien. Et donc elle est pas là pour faire joli. Mannequin, blonde, non.
Elle est là pour gagner, pour jouer et elle a gagné Wimbledon. Est-ce que je rêvais de gagner Wimbledon? Oui. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'on pourrait dire et répéter à beaucoup de sportifs qui peuvent être mis en, comment dire? Moqués, enfin ironisés pour telle et telle, apparence, telle question, qu'il aurait posée quoi, Mais voilà. si on se pose la question de à quel point ça pèse sur les sportives et qu'on continue avec l'exemple de Marion Bartoli, elle a souffert, ensuite Beaucoup. de nombreux troubles, alimentaires Alimentaire. qu'elle a attribués aux critiques qu'elle Oui. avait connues, hein, justement après sa victoire à Wimbledon où on disait qu'elle avait pas le physique d'une sportive donc c'est un Bah oui, non, elles peuvent pas toutes être des danseuses ou des patineuses, quoi. Toutes les sportives, les haltérophiles non plus, hein. On leur demande d'être efficaces. Voilà. oui, parce que ça va à l'encontre du sentiment que les choses s'améliorent, Oui, voilà. toujours et c'est pour ça que c'est intéressant de parler des chiffres. La médiatisation, c'est quelque chose dont on parle énormément, quand Oui. on parle de femmes et de sport. Pourquoi ça reste un terrain, si inégal? Alors, à la fin des années 90, je connaissais quelques journalistes, sur la 2e chaîne, et cetera. Je leur disais: «Pourquoi pas plus de sport? Pourquoi pas plus de filles et cetera? Il y a qu'une femme journaliste». Mmh. Enfin, j'essayais de pousser, des journalistes, cette question-là et ils me répondaient tous, tout le temps: «Mais ça ne se vend pas Catherine, ça ne se vend pas. Le sport féminin ne se vend pas». En clair, ça voulait dire qu'on ne trouvait pas enfin, on pensait qu'il y avait trop peu de public et on, c'est-à-dire les grandes sociétés, les grandes Mmh. entreprises qui voulaient faire de la publicité, trouvaient qu'il n'y avait pas assez de public qui regardait ces matchs. Donc, ne posait pas les demandes de minutes de publicité parce que ça ne rapportait pas assez. C'est à voulait dire ça. Bon. En fait, ce traitement médiatique est vraiment un grand révélateur des inégalités et des normes de la féminité Mmh. sportive. Alors, là, pour le coup, les chiffres parlent tout le temps, hein, ils parlent et sur les milliers d'heures consacrées au sport annuellement, toutes chaînes confondues, alors là, les chiffres sont très clairs, ce sont ceux de l'Arcom, ce sont ceux qui Mmh. sont diffusés actuellement, parce qu'il y en a d'autres qu'on utilise parfois qui ne sont pas justes. Pendant 74 du temps, on voit des sportifs, je veux dire des hommes, qui font du sport. À l'opposé, on va avoir 4,8, je dis 4,8 parce que c'est pas 5, mais allez, 5 de sportives, de femmes, 74, 5. Un différentiel considérable et 21 ça va être des compétitions dites mixtes. Oui. Ce sont des chiffres officiels, Mmh. vérifiables, l'Arcom, et cetera, et cetera. Les sports les plus diffusés, c'est quoi? Bah, c'est par exemple, dans l'ordre, hein, c'est le football, le rugby en nombre d'heures, toutes chaînes confondues, chaînes non payantes, bien évidemment. Bon, donc le football, le rugby, le tennis, le basket, le cyclisme et la Formule 1. Bon, très vite, on comprend que, on est dans les sports les plus masculinisés. Alors, par exemple, sur le football, il aura fallu attendre, 20 ans, c'est-à-dire, 40 ans après l'entrée des femmes à la Fédération française de football qui s'est faite, en 70. Il aura fallu attendre pour que, la discrimination, sur la médiatisation de ce sport, soit dépassée et donc, ils ont été rendus visibles en 2011 et donc, on avait je fais partie d'un groupe de femmes qui avait monté une campagne à la télé: «Pas de filles hors jeu». Donc il avait fallu vraiment un engagement. Ce qui me peinait, c'était que ce n'était pas le monde sportif qui était particulièrement engagé sur cette question-là. C'était plutôt des associations féministes, on Mmh. va dire. Bon, donc la médiatisation des sportives, elle demeure extrêmement, différente, surtout minimale. Par exemple, il y a seulement 15 de femmes parmi les journalistes de Mmh. sport. Donc, alors et encore selon le média, hein, si c'est la presse, si c'est la télé, La c'est pas la radio, même c'est encore chose. plus faible en La radio. radio 9 bon, Mmh. voilà. Donc 9 et qu'elles n'ont la parole que 12 du temps. Bon, enfin voilà. Donc on est dans les domaines, les plus bas de l'ensemble des pratiques sociales, dans l'ensemble des, hem, en plus, il y a des conditions enfin, quand on voit par exemple la loi qui a été faite sur la parité politique pour les élections, mais on en est tellement loin pour le sport. Le sport est vraiment la Le sport est en dernière retard mais finalement. très, très en retard par rapport à toutes les exigences qui sont faites au conseil d'administration, au monde des entreprises, au monde à tout le monde du travail, au monde de enfin, à l'ensemble du monde social, par rapport à ce que même la féminisation de la presse. On est à plus de 40 de femmes dans l'ensemble de la chez les Mmh. journalistes. Donc Mmh. le monde du sport est vraiment, résistant, mais c'est faut croire qu'il est résistant. Enfin, est-ce que les femmes veulent y aller? Je sais pas, mais en tout cas, bon voilà et puis il y a des conditions nécessaires aussi à la médiatisation des sportives, c'est-à-dire tout se passe encore comme si
on leur demandait d'attester qu'elles sont de vraies femmes, qu'elles sont quand même certaines le disent, certaines parlent comme ça. «Ah mais je suis pas toujours habillée comme ça en jogging, hein, je mets aussi des robes et des jupes». J'en ai entendu plein dans des entretiens me dire ça. Je dis: «Mais je pose pas la question». Mais certaines se sentent quasi obligées de se justifier que, voilà. Et donc on voit bien aujourd'hui, c'est très intéressant d'observer que les sportives, qu'on prenne les athlètes de l'athlétisme ou les footballeuses par exemple, elles portent toutes des cheveux longs. Alors l'équipe de France a été obligée, donc c'est pas étonnant, hein, mais elles portent toutes des cheveux longs. Beaucoup sont maquillées. Les sportives, hein. L'athlétisme est très intéressant de ce point de vue. Elles mettent du vernis à ongles, elles portent des bagues, des bracelets, des colliers, enfin autant de signes inutiles pour gagner bien sûr, mais marqueurs symboliquement de la féminité, les bijoux, le maquillage et cetera. C'est associé au féminin, à la féminité, c'est les canons classiques, bon. Et puis il y a les tenues qu'on leur demande de porter Mmh. aussi. Alors là aussi, des conflits. Dans les compétitions de haut niveau, les tenues moulantes, le corps dénudé, la question des bikinis chez les handballeuses alors que les hommes ont des shorts. Bah oui, bah elles ont eu raison de manifester. Les combinaisons chez les Allemandes, ben oui, parce que les jeunes gymnastes, moi j'avais déjà écrit ça en 1991, hein, c'est-à-dire l'exposition. Mmh. Enfin, c'est moi je dirais pas l'exhibition, c'est pas du tout ça, mais l'exposition au regard à des regards qui ne sont pas forcément que des regards, de pères, d'entraîneurs, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi? Et donc on peut comprendre en effet que, voilà et il y a une sexualisation exacerbée dans la présentation. Pourquoi les journalistes ont-elles été obligés donc de se mettre tout en robe et en chaussures, pour poser? Dans un journal, l'ensemble des journalistes de sport, il y a quelques années. Quel rapport entre, bon voilà, donc elles auraient pu être en tenue de sport. Donc il y a des conflits, des tenues J'étais sur imposées. cette photo. Comment? J'étais sur cette photo. Oui, je le pense Je vois avec très bien. C'est av Paris Match en 2016. oui, oui, je vois bien, mais Ouais, c'est ça. comment dire? Sur, Ouais. bah, j'oublie son nom alors, bon bref. Mmh. Les tenues, oui et donc mais celles qui portent pas les tenues imposées, moulantes, Mmh. et cetera, ont des amendes en plus. Mmh. C'est-à-dire on les oblige à respecter des canons qui ne sont ni celles du sport, ni celles de l'équipe, enfin bon et donc enfin c'est injuste quoi, voilà et donc elles sont peu présentes et peu diversifiées aussi dans les médias. C'est-à-dire que pour les petites filles, il y a pas beaucoup de modèles. Mmh. La question importante dans la médiatisation des sportifs, c'est faire modèle, être des modèles, mais comme dans beaucoup d'autres métiers, d'autres activités et donc c'est toujours les mêmes qu'on va voir au fond. On va voir de l'athlétisme, on va voir du tennis, on va avoir de la natation, des gymnastes, bon voilà. Alors de temps en temps, très rarement, on peut voir une alpiniste, on peut voir une navigatrice. Des pilotes automobiles, on n'en voit pas et puis évidemment les joueuses de rugby, bah, les lutteuses, on les voit quand? On les voit pas. Les haltérophiles, les boxeuses, je parle toujours des mêmes, les lanceuses de marteau, sport de combat, même les footballeuses sont quand même très peu, montrées. Donc il y a toujours cette injonction sportive et belle, sportive et féminine ou sportive et quand même féminine, voilà et versant donné comme positif et ben, c'est jolie, mignonne, enfin tous les compliments que certains journalistes, savent faire à des: «Oh, ce que vous êtes mignonne, votre sourire agréable» et cetera. Marion Bartoli, CF Marion Bartoli. Voilà. En revanche, versant négatif, eh bien, il y a toutes celles dont on dit qu'elles sont moches, anguleuses, musclées, masculines, mais ce sont les 2 faces de la même norme, c'est-à-dire, c'est la même femme qu'on attend, charmante, séduisante, sportive, d'accord, mais charmante et séduisante, voilà. Donc, ah oui, alors les fédérations qui ont voulu imposer les jupes aussi. Le badminton, elles ont refusé. Mais il y a des clubs de handball où les filles sont en jupette. Elles cèdent. C'est compliqué. Elles cèdent parce qu'il y a la branche sur laquelle elles sont assises aussi, c'est compliqué. Et on en revient toujours au sujet des vêtements des sportifs dont on a parlé au tout début de cet entretien avec Suzanne Langlaine. Des actions concrètes, lesquelles fonctionnent vraiment? On a parlé tout à l'heure de quotas, à propos des comités, Oui. directeurs. À quelles actions, concrètes vous paraissent les mieux fonctionner, on va dire? Bah, le problème, c'est que le sport se contente des exceptions. C'est la logique du monde du sport, c'est-à-dire qu'il y en a que 3 sur le podium. Il y en a que 3, hein.
beaucoup d'appelés, peu d'élus et 3 qui gagnent, enfin voilà. Mmh. Donc c'est la on s'est beaucoup contenté des exceptions et on continue, je trouve, de se contenter des exceptions et c'est ce qui me dérange. Donc les différences sont naturalisées et donc les inégalités durent. Bon, ensuite, il y a, les fausses bonnes idées. Alors les fausses bonnes idées, c'est par exemple, de dire que le sport est émancipateur pour les femmes. Alors ça veut rien dire, ça ne n'impose pas de mode d'organisation, donc c'est juste une décision, enfin l'émancipation, c'est pas ça. L'émancipation, c'est pas de faire du sport, ça se saurait. L'émancipation, c'est quand on n'a plus de tutelle, je dis bien plus de tutelle, masculine en particulier, pour exercer un métier, avoir un compte en banque. Nous, c'est les années 60 quand même, hein, en France. Donc le compte en banque, voilà. Donc c'est ça la véritable émancipation. Le sport n'est pas émancipateur par principe. Alors il y a il y a une tromperie en fait, qui est pour moi, qui n'a pas été utilisée comme tromperie, Mmh. mais qui a eu des effets, c'est le fait d'avoir beaucoup vanté les Jeux olympiques de Paris comme les premiers paritaires. Alors déjà, aucune institution n'est responsable qu'ils soient paritaires, c'était le sens de l'histoire, hein. C'est-à-dire que de plus en plus de femmes ont participé, parce elles étaient dans plus en plus de sports, à des Jeux olympiques. Bien Donc sûr. c'était normal qu'à l'arrivée, on ait dans tous les sports à peu près une parité de représentation. Mais qui dit parité, c'est-à-dire égale représentation des deux sexes, ne dit pas égalité. Mmh. Or, l'assimilation a été faite très souvent dans des phrases: «C'est paritaire, donc hommes et femmes sont à égalité, c'est l'égalité pour les femmes et voilà, c'est gagné» et cetera et cetera. Bah, non, et donc alors ça déjà, c'est une fausse promesse. La parité n'est pas l'égalité. Ensuite, il y a quelque chose qui trompe, c'est la mixité. Mmh. Alors c'est le grand slogan depuis quelques années que j'entends sur, il faut faire des sports mixtes, il faut faire des entraînements mixtes, des pratiques mixtes, des activités mixtes. Alors pour moi, c'est très clair, la mixité, c'est le faux nez de l'égalité. Alors pourquoi je m'autorise à dire ça, hein, le faux nez de l'égalité? Eh bien, c'est parce que beaucoup de travaux ont été faits par des collègues en pédagogie, en observant ce qui se passe dans les écoles qui sont mixtes donc en Ouais. France depuis les années, 70, et donc on a depuis longtemps observé qu'est-ce qui se passe dans une classe, par exemple, de maths où, on attend plus les garçons que les filles, et donc dans une classe de maths sur la mixité et cetera. Mais on s'aperçoit que la mixité produit pas d'égalité. C'est-à-dire que les profs ont très souvent les mêmes idées reçues en tête, ils attendent beaucoup plus des garçons que des filles, donc ils réagissent pas de la même manière sur ce qu'ils disent ou sur ce qu'ils font en classe, comment ils se comportent. Les filles vont avoir tendance à penser: «Non mais les garçons ils savent, nous, peut-être pas, hein». Bon voilà, donc on va les laisser parler. Enfin, il y a tous ces mécanismes qui ont été observés dans des travaux, et donc la mixité ne produit pas de l'égalité. L'égalité, c'est être c'est le faux nez, c'est une espèce de bonne conscience, quoi. Mmh. De dire: «C'est la parité, donc c'est l'égalité, on en a autant». Non, malheureusement. Donc qu'est-ce qu'on peut, comment dire, alors, par exemple, la loi Najat Vallaud-Belkacem, hein, pour une réelle égalité, ces élections ont mis en évidence une augmentation des femmes, donc dans les instances dirigeantes. Le problème, c'est rendre ça le rendre obligatoire. Non, donner des sanctions. S'il y a pas de sanctions, pourquoi il y aurait plus de dérogation? Puisqu'on peut faire ce qu'on veut. Voilà. C'était la première fois qu'il y avait une loi historiquement. Avant, c'était: «Il faut garantir l'accès des femmes aux postes à responsabilité». Bon, personne n'était là pour garantir, il y avait pas la police. Bon. Donc en matière d'égalité, le sport est très en retard. Alors les leviers, déjà, pour moi, former des encadrants, Mmh. former les animateurs, les dirigeants du monde sportif, eh bien, à la sexuation des sports, à ces questions de socialisation, à la question de la médiatisation. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'une égalité réelle dans le monde du sport? Avoir les mêmes moyens pour s'entraîner, être, enfin voilà, être traité de la même façon, au même niveau. Bon, donc avec une association Égal Sport, nous avons monté, réalisé un MOOC, donc un cours pour que justement beaucoup, de futurs animateurs, encadrants, et cetera, avec des jeunes, des enfants sur le sport, des garçons, des filles, puissent travailler sur cette question de, l'accès à l'égalité, des stéréotypes sexués qui perdurent et comment s'y prendre pour les démonter, les déjouer, Mmh. les contourner et s'en débarrasser de préférence, voilà. Donc la formation, Ouais. c'est le moteur. Ensuite, pour moi, la question elle se situe surtout au niveau des politiques publiques.
C'est-à-dire penser l'action publique en tenant compte de la diversité des pratiques physiques. Toutes les pratiques, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, n'ont pas besoin de stades, ou de grands équipements, parce qu'on est toujours là, il faut construire des équipements, on va mais non, c'est pas beaucoup d'activités, en particulier chez les femmes, toutes les femmes, c'est les pratiques de loisirs sportifs, donc n'ont pas besoin de grands équipements. Des piscines, oui, il faut apprendre à nager et cetera, mais pas forcément des stades, des choses comme ça. Le problème, c'est que pour le ministère des Sports, qui dit sport dit club. Or, beaucoup de femmes ne pratiquent pas en club. Après, quand on veut faire de la compétition, et cetera, bien sûr qu'il faut les mêmes équipements, et cetera. Moi, de toute façon, les pratiques volontaristes, ça veut dire obliger, Mmh. volontaristes, obliger des structures, des institutions, des politiques, des fédérations à faire comme si et plus comme ça. Comme pour la cour de récréation, pour faire jouer ensemble les petits garçons et les petites filles, une obligation au départ et à l'arrivée, tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte, voilà. C'est pas une punition. Donc dans les politiques publiques aussi, bon voilà, on parle de sport pour tous, mais non pour tous donc, voilà. Et puis, sur un plan général, bah, la femme, elle n'existe pas. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui m'agace depuis des décennies, quoi. La femme est devenue sportive. Il y a pas la femme, comme il y a pas la jeunesse, ça c'était Bourdieu. La jeunesse n'est qu'un mot. Il avait raison. Il y a des jeunesses. Et pareil, il y a des femmes. Mmh. Il y a des femmes de milieux populaires, il y a des femmes très diplômées, et cetera. Chez les très diplômées, les femmes cadres supérieurs, enseignants, c'est pas là qu'il y a le plus de difficultés par rapport à pratiquer les mêmes activités que les hommes, voire avec eux. Mmh. C'est pas là que c'est le plus Ouais, bien difficile, sûr. c'est dans les milieux populaires. Donc penser cette diversité des publics, voilà, donc il y a eu des expériences de fait comme ça paraît nécessaire aussi. Donc ça aussi, ce sont des positions qui doivent être volontaires de la part des institutions, volontaristes, c'est pour ça. Donc vouloir atteindre l'objectif visé, quoi. Ouais, il Voilà. faut qu'il y ait une volonté, politique, on l'a compris, pour qu'il y ait plus d'égalité. Voilà. Si si vous aviez envie de donner un message à une petite fille qui hésite à se lancer dans un sport, dit réservé aux garçons, ce serait lequel? Mais j'espère que personne ne lui dirait ça déjà. C'est un sport réservé aux garçons, mais on sait que c'est ce qu'elles entendent. Mmh. Ou comme on dit à un garçon qui veut faire de la danse, Mmh. je cite ce que j'ai entendu: «Tu vas pas faire un sport de pédé quand même? Mmh. OK. Un truc de pédé, c'est même pas un sport». Et chez nos étudiants, on parle beaucoup comme ça. Donc je lui dirais qu'il y a pas de sport réservé aux garçons, aux filles, que les filles sont nulles en aucun sport et que tout le monde peut faire les mêmes sports, les garçons et les filles. Non seulement peut, mais peut y arriver. Peut y arriver, c'est-à-dire que tout le reste, c'est des préjugés, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit. Tu vas leur montrer le contraire. Si tu, veux faire, du rugby, et cetera. Et une fille, elle peut aimer, bah, le football, le rugby et la mode. Elle reste tout de même une fille, sympathique, en tant que fille, et cetera. Et puis que font tes copines? Moi, j'aimerais bien savoir que font tes copines, tu dois bien avoir des copines qui ont une famille avec des qui font où il y a beaucoup de football, et cetera. Alors elles font quoi? Ah bah tiens, elles font du foot aussi et c'est tes copines, c'est formidable! Voilà, c'est-à-dire d'essayer de montrer une image positive évidemment, des filles dans ces sports-là, quoi. Et enfin, un message aux institutions et aux organisateurs oui, peut-être que changer en priorité, il faudrait commencer par quoi? En priorité, c'est arrêter de croire que parité égale égalité, arrêter de faire silence sur les inégalités, arrêter de faire comme si on les voyait pas. Ouais, c'est ça moi, déjà je trouve ça, mais enfin bon, j'implique un peu les journalistes là-dedans, mais surtout les dirigeants, des fédérations, bon voilà, qui sont beaucoup à se vanter: «Ah mais quand même, on a fait ci, on a fait ça» et cetera. Bon, il y a pas eu beaucoup de choses de faites, enfin, quand on regarde de l'intérieur qu'ont fait les fédérations par rapport à la promotion des femmes. Donc, heu heu, respecter la parité dans les instances et se poser la question de l'égalité, traiter les femmes et les hommes au même niveau. Par exemple, ne pas toujours mettre à 9 heures du soir les terrains pour les filles, pour le football, alors qu'elles sont mieux classées, leur équipe, que les garçons qui ont eu le terrain à 6 heures. Vous voyez? Des choses comme ça, leur faire prendre conscience. Là, il y a un boulot considérable, j'espère qu'il est faisable. On a compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire. En tout cas, merci Catherine. C'était, absolument passionnant. On a appris Merci beaucoup, aussi. beaucoup de choses et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, de Queen of the Mountain. Et on se retrouve bien sûr dans 2 semaines.